Bonjour à tous, bienvenue pour un tutoriel HTML CSS dédié aux attributs universels. Alors un terme tout simplement pour décrire différents attributs que vous allez pouvoir utiliser sur l'ensemble des balises HTML que vous avez vues sur la formation au langage HTML tout simplement. Donc ces attributs vous allez pouvoir les utiliser selon les cas par rapport à ce que vous allez pouvoir et vouloir surtout faire, et je vais vous les détailler un petit peu dans cette vidéo. Donc vous parlez notamment de ceux qui sont évidemment compatibles, parfaitement utilisables, et je ferai une petite parenthèse aussi pour ceux qui sont en cours on va dire d'ajout ou alors de spécification au niveau des standards, donc qui sont pas forcément utilisés en production mais qui sont bien de connaître comme ça, juste de nom en tout cas, au moins pour savoir voilà qu'ils existent, qui sont on va dire en test, donc en expérimentation pour des mises à jour futures. Voilà. Alors les premières choses que je voulais vous montrer, ce sont des attributs qui vont vous servir sur beaucoup d'éléments, notamment au niveau tout ce qui est CSS, donc mise en forme, mise en page, etc. au niveau de votre site internet. Et il y a différents éléments pour cela qui sont très utiles. Donc ça peut se mettre, encore une fois, tous les attributs que je vous présentais peuvent être utilisés sur n'importe quelle balise, d'accord? Balise pour paragraphe, balise pour lien, balise pour n'importe quoi, pour les formulaires, pour tout. C'est vraiment des balises universelles pour absolument tout et n'importe quoi. Donc la première que je voulais vous montrer, je vais le faire sur la balise P, d'accord? Donc on va rester sur un texte comme ceci. Il y a peut-être un peu beaucoup de choses là, je vais peut-être réduire un petit peu. On va faire ce genre de choses. Voilà, comme ça on va réduire un peu le texte. Donc j'actualise, d'accord, sans surprise, ça nous affiche un petit paragraphe, comme on a su le faire jusque dans toutes les vidéos de la formation, donc du cours, pas de souci à ce niveau-là. Vous allez pouvoir utiliser du coup l'attribut qui s'appelle classe. Donc vous mettez classe, et à l'intérieur vous allez pouvoir nommer en fait ce paragraphe. Donc ce paragraphe-là, je lui donne une classe et je choisis un nom de classe, d'accord? Donc démarrez pas ça par un chiffre ou des caractères spéciaux, c'est un petit peu comme pour les variables en informatique, c'est uniquement des caractères alphanumériques, bien évidemment, vous pouvez, mais ça va commencer par une lettre. Vous pouvez utiliser bien évidemment des underscores ou alors mieux encore des tirets si vous voulez, ça peut se faire, c'est vous qui voyez, mais c'est des choses comme ça intéressantes. Alors là, par exemple, je peux dire, je sais pas moi, ça peut être, je peux faire une classe par exemple que j'appellerai paragraphe présentation. Alors c'est un peu long comme nom, mais ça pourrait être un exemple. Ce genre de choses va servir, donc l'utilisation de l'attribut classe ici, va servir dans deux cas de figure, soit pour faire de la mise en forme, encore une fois avec le langage CSS, donc vous allez pouvoir utiliser des sélecteurs de classes, donc ça bien évidemment je vous invite à aller voir le cours HTML CSS pour en savoir un peu plus évidemment sur l'utilisation de classes, d'accord, en CSS, donc on va utiliser du coup ce genre de choses, et ça peut également servir avec un langage de programmation comme le JavaScript, d'accord, en utilisant notamment la fameuse fonction getElementByClassName qui permet par exemple de sélectionner une balise, donc un tag, suivant un nom de classe précis, et après de faire tout un tas de choses dessus, de traitements, de modifications, pourquoi pas. Voilà, donc ça c'est l'utilisation vraiment de ce type d'attribut. Je vais assez vite là-dessus puisque c'est quelque chose qu'on a vu et pas mal développé au niveau de la formation, donc là au niveau du tutoriel je reste assez rapide et assez succinct là-dessus. On va retrouver également un équivalent qui est l'identifiant. Alors c'est pareil, je l'ai pas dit pour la classe, pardon, je vais quand même le préciser. Vous pouvez mettre plusieurs noms de classe à l'intérieur, d'accord? C'est-à-dire par exemple là je peux mettre un nom 1, d'accord? Et je peux en mettre un deuxième, il suffit juste de les séparer par des espaces, d'accord? Voilà, ce genre de choses. Je l'avais pas dit, mais c'est à savoir. Vous pouvez en mettre plusieurs. Donc si admettons vous voulez, je sais pas moi, spécifier, je sais pas moi, un alignement spécifique, vous aurez une classe pour gérer l'alignement, une classe pour gérer la couleur. Bref, vous pouvez imaginer un petit peu tout et n'importe quoi, et en CSS après faire une mise en forme très précise, comme ça avec le nombre de classes que vous mettez, et ça ne s'appliquerait du coup qu'à cette balise paragraphe, puisque vous avez inclus des classes à cet endroit-là, d'accord, grâce à l'attribut. Voilà, donc ça c'était des petites choses à savoir. Ensuite, donc ça je vais passer. Vous avez l'attribut identifiant. Alors c'est pareil, classe. Par exemple, si j'ai ici, je sais pas moi, 13, je mets un nom comme ça, vous pouvez très bien refaire un paragraphe avec le même nom. C'est tout à fait possible. D'accord? On peut avoir dans une même page HTML ou même dans d'autres plusieurs fois le même nom de classe. Ok? Ça posera aucun problème. Ça permet encore une fois, comme je vous l'ai dit avec le CSS, d'appliquer une mise en forme par exemple sur un certain type d'élément en particulier. Par contre, si je faisais juste un paragraphe comme ceci, d'accord, sans la classe, eh bien ici on n'aurait rien qui sera appliqué puisque celui-là n'a pas de classe, d'accord, on ne lui a pas spécifié de classe pour ce paragraphe-là. Par contre, ça sera appliqué pour les deux premiers, d'accord. Donc ça c'est des choses que vous pouvez faire. Alors petite distinction maintenant, donc ça c'était pour les classes, c'est pour ça que je voulais pas oublier ce détail-là qui est quand même super important. Vous avez également les identifiants. L'identifiant, la différence c'est que lui il est unique, d'accord. C'est-à-dire que si je fais ça, je peux pas refaire la même chose, c'est pas possible, d'accord. Un identifiant, il n'y en a qu'un seul.
une seule fois à un seul endroit, on va trouver un identifiant. Et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il a une utilisation assez particulière. L'identifiant, il peut servir en pur HTML pour créer ce qu'on appelle une encre. Alors une encre, ça va être quoi? Alors je sais pas si je peux vous montrer un bon exemple ici, puisqu'on a une page très précise. À la rigueur, je vais raccourcir celle-là, je vais faire quelque chose de très petit comme ça. Vous allez voir. Donc là, on va faire ça. Je vais mettre un ensemble de texte ici. Est-ce que je peux en rajouter là? Oui, il veut bien. Est-ce que je fais ça? Oui. Alors, on va rajouter un titre. D'accord, ce genre de choses. Sous-titre. On va mettre autre sous-titre. Donc, je rajoute pas mal d'éléments, mais vous allez comprendre pourquoi. Je vais assez vite. Pas perdre trop de temps. Voilà, je rajoute tout ça. Voilà, ce genre de choses. Ok. Donc là, vous voyez, du coup, j'ai une scroll bar normale puisque je commence à avoir pas mal de contenu sur ma page. Et je veux pouvoir aller, par exemple, directement via un lien, donc un lien A avec la balise A, je veux pouvoir aller à un endroit précis de mon document. Admettons ce sous-titre-là, donc je peux mettre pour chacun de mes balises H2, ce que je rappelle que c'est un attribut universel, donc vous pouvez l'utiliser sur des balises de titre. Je peux très bien leur spécifier, par exemple, quelque chose. Mettons que là, le titre, ce serait, je sais pas moi, programmation, non pas, je dis n'importe quoi. Développement web avec HTML, d'accord. Je pourrais très bien dire, tiens, ça, pour aller sur ce H1, eh bien, ce serait un peu bizarre, dev HTML, l'identifiant, admettons. Ici, ce serait sémantique des balises. Comme ça part des balises, ici, je me dis, tiens, je l'appelle balise, tout simplement. Et puis ici, ce serait, je sais pas moi, indication annexe, d'accord, ce genre de choses. Et là, je pourrais décider de l'appeler annexe, d'accord, ce genre de choses, ou indication. Enfin bref, vous mettez le nom que vous voulez, encore une fois, c'est vous qui choisissez. Et bien, en mettant un lien, donc par exemple, moi je vais le mettre ici, bon c'est un peu bizarre, mais je vais en placer un ici en haut, je peux très bien, d'accord, faire ce genre de choses, mettre un lien, par exemple, comme ceci, donc vous mettez un dièse, d'accord, et vous mettez le nom que vous voulez. Donc je vais prendre celui-là, je savais pas lequel j'allais mettre, mais je vais mettre le tout dernier, comme il est tout en bas, voilà. Et ici vous mettez par exemple, aller aux annexes, ce genre de choses, d'accord, par exemple, admettons. On pourrait d'ailleurs, je vais reprendre ce bouton, vous allez voir l'effet qu'on va pouvoir faire, parce que dev HTML est tout en haut, donc je pourrais très bien par exemple faire ceci, revenir en haut, voilà, ici c'est dev HTML, voilà, comme ceci. Donc là, automatiquement, si vous voyez ce que ça affiche là en bas à gauche de la page, vous voyez que ça me met le lien directement qui va accéder à mon attribut. Donc là, on voit que l'adresse, vous voyez, elle va jusque, donc elle est un peu grande, désolé, mais bon, vous voyez que c'est index.html. Et si je clique sur mon lien, automatiquement, il me met au niveau de les annexes. Bon là, comme j'ai pas de texte après, forcément, il m'a pas mis à cet endroit-là. Je devrais d'ailleurs le faire. Ça va être beaucoup plus clair pour vous. On va recommencer. Voilà. Sinon, vous n'allez pas forcément comprendre l'utilité. Donc on va repartir sur quelque chose, voilà, sans, hop, on repart sur la page de base, je clique sur les annexes, et là vous voyez, pouf, il s'arrête. Normalement quand vous avez plus de contenu sur le bas, il s'arrêterait en fait, le haut de la page, ça serait pile indication annexe, d'accord, il se mettrait directement en fait ici, à cet endroit-là, le curseur. Et du coup, si vous regardez au niveau de l'URL, vous voyez qu'il a ajouté le fameux dièse annexe, d'accord. Donc comme ça vous permet comme ça d'avoir des liens très précis pour pouvoir rediriger un endroit de votre page. Vous pourrez très bien aussi faire une page spécifique, par exemple, je sais pas moi, une page qui s'appellerait contact.html, et en mettant ensuite un dièse quelque chose si vous voulez arriver à un endroit très précis de votre page. Et là, je peux très bien revenir en haut en faisant ça. Et là, vous voyez que ça m'a placé sur l'encre dev HTML, donc le H1. Et vous voyez, c'est bien mis ici tout en haut de la page. Alors je pourrais très bien aussi, au lieu de dire tiens d'aller aux annexes, aller aux balises. Pour vous montrer que ça fonctionne bien, donc là je fais ça, je vais en haut, et là hop, vous voyez qu'effectivement, alors pourquoi il m'a pas mis aux balises là, ah bah oui j'ai pas changé, excusez-moi, c'est bien de... C'était balise le nom, oui c'était ça. Donc on va changer, je reclique, voilà, et vous voyez qu'il s'arrête effectivement pile au bon endroit, d'accord, donc il vous présente directement le bon paragraphe que l'on veut avec le bon titre. Donc ça c'est très utile, les identifiants comme ça, pour avoir vraiment quelque chose qui soit vraiment très précis au niveau donc des encres, pour pouvoir naviguer facilement sur vos documents, et notamment vos pages web. Alors je vais enlever tout ça, parce que là il y a vraiment beaucoup de choses. Hop, on va revenir sur ça, voilà. Donc plutôt sympa à l'utilisation, les identifiants comme ça. Hop.
Donc je reviens dessus, ce que je disais, donc en fait vous pouvez avoir une encre, donc ici donc pour l'élément vous mettez ID, vous mettez un nom, simplement un nom, et quand vous faites un lien, eh bien vous mettez A, et dans le href, dans l'attribut href, vous mettez un dièse, c'est important, c'est pour déterminer un identifiant, et du coup bah là vous l'appellerez nom, parce que c'est comme ça que je l'ai appelé moi, et là, allez, A, nom, voilà, ce genre de choses. D'accord, vous allez faire une encre directement sur cet élément là, donc plutôt sympa à ce niveau là. Voilà. L'identifiant, donc encore une fois, est unique, comme je le dis, vous pouvez pas en mettre plusieurs sur une page, et il servira, donc s'il ne sert pas directement au niveau du HTML pour faire des encres, vous pourrez évidemment faire de la mise en forme avec CSS, comme pour les classes, sauf que vous utiliserez cette fois-ci des sélecteurs d'idées. Donc en CSS, très rapidement, si je vous l'explique vite fait ici, pour les classes, en général, on utilise le point suivi du nom de la classe, d'accord? Et quand c'est un identifiant, justement, on utilise le dièse, voilà. ID, nom de l'ID, pardon, voilà, ce genre de choses. C'est comme ça qu'on l'écrirait au niveau des sélecteurs en CSS, mais comme là on est vraiment sur du HTML dans ce tutoriel, j'en resterai là. On peut évidemment faire de la manipulation JavaScript, donc directement avec un langage de programmation, sauf que là on utiliserait une fonction différente de celle pour les classes, qui est la getElementById. Voilà, donc il y en a une pour chaque, et ça permet après de faire des manipulations très précises sur nos balises, sur nos tags et sur tout notre contenu. Voilà pour l'identifiant pour les classes, qui sont quand même deux attributs universels très importants que vous allez énormément utiliser. D'ailleurs, vous l'utiliserez obligatoirement. Vous ferez forcément l'utilisation de ces attributs-là dans vos pages web. Un autre qui est très utile, que j'ai pu parler dans la formation, mais sur lequel je reviens puisque pour vous expliquer qu'il fait partie des attributs universels, c'est l'attribut title. Donc encore une fois, si par exemple, je mets mon texte ici, voilà, ce genre de choses, par défaut, vous voyez, je passe là-dessus, machin, pas de souci, il se passe rien. Eh bien, il me suffirait simplement de faire ça, title. Tu as ton curseur sur le paragraphe, par exemple, et de créer automatiquement une infobulle. Donc j'actualise et là, regardez, si je laisse ma souris, vous voyez, sur le paragraphe, il m'affiche une petite infobulle avec le message que j'ai mis. Donc l'attribut title est également universel, vous pouvez l'utiliser sur toutes les balises. On pourrait l'utiliser sur body, même si on voulait, sur vraiment tout. Quand je dis que c'est universel, c'est vraiment partout, d'accord? Donc voilà, quelque chose qui est très utile et qui permet d'avoir des informations des fois supplémentaires. Donc c'est plutôt sympa à utiliser. Un autre sur lequel je vais être assez rapide, puisqu'il n'est pas forcément à utiliser, surtout pas en tout cas en production ou pour à vos vraies pages, c'est plus quand vous faites vos tests. Si par exemple vous voulez rapidement tester du CSS, du code CSS dans vos pages HTML, mais que vous voulez pas créer une feuille CSS à part et puis l'inclure directement dans les balises head ici, donc en dessous des balises méta et tout ça, vous pouvez utiliser du CSS directement. Il suffit tout simplement d'utiliser l'attribut style, et bien évidemment entre les doubles codes vous mettez vos éléments. Donc là moi par exemple ça pourrait être color blue par exemple, d'accord, et là vous voyez je peux modifier comme ça directement avec des propriétés CSS directement. Et encore une fois, sur un site en ligne, etc., ne le faites pas, c'est pas propre du tout, parce que là vous mettez des informations de mise en forme dans une page HTML qui est normalement prévue juste pour la sémantique, c'est-à-dire pour le contenu, le fond, et pas la forme. Donc ça c'est juste à faire dans votre coin quand vous faites des tests rapides pour tester certaines propriétés CSS. Mais après, ça vous le mettez dans un fichier CSS avec les bonnes propriétés et les bons sélecteurs qu'il faut, d'accord. Donc c'est vraiment quelque chose, voilà, à bien faire attention de pas mettre n'importe où. La balise style, pareil, des fois on peut la retrouver, enfin c'est pas un attribut, mais souvent on peut retrouver ça aussi sous forme de balise. C'est-à-dire si on le met ici dans les balises head, vous pouvez mettre la balise style, donc j'en parle aussi rapidement, je fais un petit rappel. Et ici du coup on peut mettre des éléments. Par exemple, pareil en CSS, je peux dire tiens, tous les éléments P, donc paragraphe, eh bien ils auront la couleur bleue, ce genre de choses. Et là ça va évidemment s'appliquer aussi. Mais pareil, ça, on évite de le faire, on le garde dans un fichier CSS à part. Voilà, donc je vais assez vite sur cet attribut-là, mais c'est bien de savoir en tout cas qu'il existe, parce qu'il fait partie des attributs importants à connaître, surtout pour vos tests. Un autre attribut, et là je m'adresse surtout à ceux qui veulent faire quelque chose d'assez accessible pour, vous savez, les personnes par exemple qui peuvent pas utiliser de souris, donc qui ont des soucis, des handicaps ou autres, ou on va dire des difficultés physiques, il y a un attribut qui est très très important, qui est le tab index. Le tab index, en fait, il va permettre, avec la touche de tabulation d'un clavier, d'accéder aux différents éléments de votre page. Donc on l'utilise beaucoup dans les formulaires notamment, par exemple pour accéder d'un champ à l'autre juste en faisant tab, ce qui est quand même plus pratique que de devoir à chaque fois cliquer sur une nouvelle case, mais on peut aussi bien évidemment le faire sur les éléments, d'accord. C'est-à-dire que si je fais ça, je peux très bien, donc ici voilà, 2 paragraphes, accéder à ces paragraphes par tabulation. Alors souvent par défaut, vous voyez que là si j'appuie sur tab de mon clavier, vous voyez que ça me déplace sur mon navigateur, mais ça me fait pas forcément quelque chose ici. Pourquoi? Parce que le navigateur par défaut, donc ce qu'on appelle le user agent, définit en fait certaines propriétés comme ça au niveau de l'indexation, d'accord, des contenus. Donc vous pouvez spécifier quelque chose de précis. Alors si vous faites un tab index, d'accord, à
0 par exemple, c'est comme si vous ne faisiez rien. Ça veut dire simplement que c'est défini par le user agent, donc par le navigateur. Donc on pourrait faire ça, et encore je pense que là de toute façon il va peut-être quand même définir un tab index, mine de rien. Ah s'il le fait quand même, voilà, il définit lui-même une numérotation. Et vous voyez, je peux passer d'un élément à l'autre, par contre ça prend également ce qui ne fait pas forcément partie de la page. Vous pouvez sinon choisir le numéro que vous voulez. Donc si vous mettez un numéro négatif, attention, ça veut dire que c'est pas accessible au clavier. Donc si je fais par exemple -15 ici, évidemment là si je fais des tabs, voilà, vous voyez que le premier lorem là, le premier paragraphe, je peux pas y accéder avec la tabulation. Et sinon vous mettez des valeurs positives, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez très bien dire par exemple que celui-là c'est 100, mais si vous voulez que certains éléments se suivent, il faut les numéroter en fait par ordre croissant. Donc si je veux qu'ici on puisse accéder à cet élément là directement après, je vais mettre 101, parce que c'est ce qui vient rapidement après le nombre 100. Et là regardez, hop, 100, 101. Si j'inversais par contre, on aurait une inversion, si le navigateur prend bien tout ça en compte comme il faut. Donc là je fais tab, regardez, vous voyez, il vient sur le deuxième paragraphe, et si je fais tabulation, il vient sur le premier. Vous voyez, ça à l'envers, l'ordre de tabulation. Donc ça, très important si vous voulez bien rendre accessibles vos sites. Mais de toute manière, il y aura un tutoriel sur la chaîne sur tout ce qui est accessibilité, aussi bien pour les personnes qui souffrent de daltonisme ou de myopie, ou des gens malvoyants, pour tous ceux qui sont handicapés moteurs, physiques, etc. Pour tous les soucis comme ça qu'il peut y avoir au niveau de la navigation sur un site internet. Il y aura, tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo, un tutoriel spécialement dédié à ça. Donc je vous le dis, voilà, à ce niveau-là. Donc je vais pas m'attarder sur cet attribut-là, que de toute façon on aura l'occasion de revoir un petit peu plus en détail dans ce genre de tutoriel. Donc voilà, parce que c'est quand même quelque chose d'important, surtout pour les formulaires, c'est très pratique, parce que les formulaires, il peut y avoir beaucoup de champs. Alors s'il faut à chaque fois cliquer à la souris dans chaque case pour remplir, on perd pas mal de temps. Donc si vous le faites avec un tab index, c'est quand même beaucoup plus rapide. Même si vous avez vu que le navigateur il peut souvent par défaut le faire. Surtout pour les formulaires, il gère un tab annexe par défaut, mais c'est quand même mieux de le faire soi-même. Un autre attribut qui est assez important, qui peut servir pas mal, c'est un attribut de langue par exemple. Si par exemple ici mon paragraphe, il est un peu bizarre ici, en plus c'est pas du français donc c'est pas forcément cool, je vais mettre le bonjour à tous, ce genre de choses, et là je vais mettre hello world, donc ça va être un bon exemple. Voilà. On va respecter la ponctuation sur les différentes langues. Ce genre de choses, je peux spécifier la langue du contenu en question avec l'attribut langue. Ici c'est français, on va utiliser un codage très particulier. Donc vous devez sûrement connaître, pour la France c'est FR, pour tout ce qui est anglais c'est EN, pour ce qui est japonais c'est JP, etc. Vous pouvez trouver sur internet tous ces codes là, s'il y a une liste complète avec un tableau, il y a même un document officiel pour tout ce qui est le codage en fait, les numéros, enfin en tout cas les représentations ici sous quelques lettres pour chacune des langues du monde entier. Donc vous pouvez vous renseigner à ce niveau là. Donc moi comme j'ai français-anglais, c'est assez facile à utiliser, vous faites comme ça. Ça veut simplement dire en fait que cet élément, en fait, il faut le lire, il est dans cette langue-là. Et si c'est un contenu par exemple qui serait, admettons, je sais pas moi, éditable, ça voudrait dire tout simplement en fait qu'il faut, je sais pas, par exemple vous avez un champ de formulaire où il faut taper du texte, et bien si vous mettez un attribut par exemple langue égale en, ça va indiquer en fait de manière sémantique, sémantiquement correcte, qu'il faut saisir en fait du texte en anglais, d'accord, en utilisant cet attribut-là. Donc ça peut avoir comme ça un point en plus au niveau tout simplement de la sémantique de vos pages. Donc c'est, je pense, un attribut qui est important à connaître, qui peut pas mal servir. C'est un indicateur, on va dire, en plus supplémentaire au niveau de vos pages web. Voilà pour tout ce qui est, on va dire, éléments assez répandus, d'accord, des choses qui vont revenir tout le temps. Alors vous allez beaucoup, comme je vous dis, tout le temps utiliser class et ID, vous allez pas mal utiliser title, éviter style quand même, mais bon, peut-être que pour vos tests vous vous en servirez. Tab index, c'est bien de s'en servir. Langue, si vous n'utilisez pas, c'est pas trop grave, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent. Et là on va arriver sur des attributs un peu moins répandus, un peu moins utilisés, mais qui sont à connaître, et d'autres aussi que je vais vous déconseiller d'utiliser. Et je vais justement commencer par un, je voulais à tout prix parler, c'est l'attribut access key, d'accord. Par exemple si je fais, je sais pas moi, P quelque chose, alors je vais revenir sur mon texte. Ceci est un texte dans un paragraphe. Voilà, ce genre de choses. Je pouvais très bien faire ceci, d'accord, un attribut access key, et ici définir plus ou moins, alors j'aime pas dire le terme raccourci clavier, parce que raccourci clavier pour nous on pense tout de suite à CTRL-C, CTRL-D, vous voyez des raccourcis comme ça avec plusieurs lettres, plusieurs touches pardon, du clavier, mais access key est très mal fait, c'est-à-dire qu'à la base il était fait pour l'accessibilité de vos pages, et en réalité il ne peut pas prendre de lettres en fait, il ne peut pas prendre de touches du clavier qui sont associés à des lettres. On peut que manipuler ça avec des chiffres, et il y a beaucoup de choses en fait, il y a des gens qui ont fait beaucoup de travaux là-dessus, qui ont montré que l'application de ce type d'attribut en fait, ne fait plus de problèmes qu'autre chose. Donc je vous déconseille de vous en servir, puisqu'au final ça résout pas le problème d'accessibilité.
Il y a bien d'autres manières de rendre accessible une page web, donc honnêtement, ne l'utilisez pas, parce que personne n'est d'accord sur comment on doit l'utiliser. Il y a certains standards qui ont été mis un peu en place par rapport à ça, mais c'est pas toujours clair. Au niveau des numéros, par exemple, à mettre pour pouvoir afficher accéder à un menu ou ce genre de choses. Bref, voilà, c'est au final vous ferez que empirer entre guillemets la sémantique de vos pages web en l'utilisant plutôt que de ne pas l'utiliser. Donc je voulais vous en parler, ce qui fait partie des attributs universels en HTML, mais moi personnellement je vous le déconseille. Et n'hésitez pas à faire des recherches, hein. Regardez un petit peu tout ce qu'on dit sur AccessKey, vous verrez que c'est un vrai bazar et que c'est franchement pas une solution pour rendre accessibles vos pages web, donc ne l'utilisez pas. Voilà, qu'est-ce qui peut être aussi intéressant à voir, donc ça c'est très rapide, hein. Je vais aller très vite sur ces éléments-là. C'est par exemple pour définir qu'un contenu est éditable ou non. Ça peut être pas mal en tout cas à faire, en faisant tout simplement par exemple ceci, content, alors c'est editable, je crois que c'est, en plus il me le met, il est gentil l'éditeur, et ici vous définissez donc comme un booléen, donc à true ou false si le contenu est éditable, d'accord, tout simplement. Alors ici, aucun intérêt, parce que vous voyez, bon, regardez, hop, je peux enlever mon texte, c'est bizarre hein, comme truc, hein. Voilà, donc c'est assez curieux, donc ça oui, il y en a peut-être qui vont découvrir ça en web, qui vont dire tiens, je savais pas qu'on pouvait faire ça, modifier carrément à la volée des contenus. C'est tout simplement un attribut universel, pardon, j'allais dire une balise, mais non, un attribut qui vous permet de définir si un contenu est éditable ou non. Donc ça s'utilise beaucoup pour tout ce qui est formulaire, un champ de formulaire, mais sachez que ça fonctionne partout puisque c'est universel. Donc là, vous voyez, du coup, mon contenu, là, il y en a plus. Si je fais afficher le code source, il est pourtant toujours présent, mais vous voyez qu'à l'affichage, eh bien, je l'ai fait disparaître. Par contre, avec l'actualisation, ça remettra évidemment les choses comme il faut. Voilà, donc ça c'est une petite chose à savoir, hein, parce qu'il y en a plein chez qui ne le connaissent pas, et pourtant, il existe et il est pas mal utilisé quand même. Voilà pour cet attribut-là qui fait partie des attributs universels. Et on a un autre également, c'est pour tout ce qui va être si vous voulez, la direction du texte. Alors pas forcément l'ordre des, comment dire, d'inverser par exemple les lettres, mais par exemple est-ce que c'est de droite à gauche, de gauche à droite. Donc, par exemple pour une lecture en arabe, une lecture voilà dans certaines langues très précises. Vous pouvez également utiliser un attribut particulier qui est l'attribut dir. Voilà, pour la direction tout simplement. Et définir ici, donc si vous mettez auto, bien ça va être géré par le navigateur, donc c'est déjà ce qu'il fait, d'accord, c'est les algorithmes en fait de votre navigateur web, donc surtout de l'user agent qui va faire, si vous voulez, les calculs nécessaires pour identifier la langue dans laquelle est le contenu et donc le placer dans la bonne direction. Sinon vous pouvez faire les fameuses valeurs LTR pour left to right, donc de gauche à droite, ou pour par exemple une écriture arabe de faire right to left. Par exemple là si j'actualise, regardez ce que ça ferait, voilà, ça fait simplement ça. Comme c'est pour dire voilà qu'on va lire de droite à gauche. C'est tout, c'est vraiment juste pour ce type de choses là. Donc un attribut à connaître, hein. Si vous les écrivez dans des langues, je dis notamment la langue arabe, ça peut être assez utile, assez intéressant de s'en servir. Qu'est-ce que je peux vous évoquer d'autre? Oui, un attribut très rapide aussi, qui est l'attribut pour masquer quelque chose. Alors pas masquer un élément dans le sens je veux le masquer pour pas que les gens ils le voient, parce qu'il sera visible dans le code source, mais c'est par exemple si vous avez un élément qui n'est pas ou qui n'est plus pertinent selon vous, d'accord? Alors c'est vraiment à utiliser que dans ce cas-là. Admettons, là je pars du principe que mon paragraphe là il est vraiment pas pertinent au niveau de ma page, je peux très bien faire ceci. Hidden égale true. Et là, il ne m'affichera pas. Au niveau du code source, il existe. Si un système, un programme, etc. analyse la page, quand il va lire votre paragraphe, en voyant le fameux attribut hidden égale true, il saura du coup que cette information n'est pas pertinente, donc il ne la prendra pas en compte, d'accord? Pourtant, elle existe bien, d'accord? La personne pourra la retrouver s'il veut, mais visuellement parlant, il ne la verra pas, et les systèmes vont, je dis pas forcément l'ignorer, parce que non, ils vont le prendre en considération, mais ce ne sera pas pris en compte dans la sémantique, l'importance, d'accord, de votre contenu, puisque vous précisez ici en mettant true que ce n'est pas pertinent. Évidemment, si vous mettez à false, ça revient tout simplement à ceci. Alors là par contre c'est bizarre, il me l'affiche pas. Hidden false. Pourquoi il ne me l'affiche pas alors que normalement il me fait false? C'est assez bizarre en fait qu'il l'affiche pas hidden en faisant false. Alors ça c'est curieux, vous voyez, parce que normalement je pensais qu'il allait l'afficher. Bon apparemment il l'affiche pas, donc pourquoi je ne sais pas, puisque du coup bon ça n'a pas trop d'intérêt. Donc dans tous les cas, bon si vous voulez que le contenu soit pas, enfin garder un contenu non pertinent, bah vous mettez à true, et puis sinon bah vous ne le mettez pas et ça paraît assez logique comme cas d'utilisation. Donc vous avouerez que j'utilise pas ce genre d'attribut personnellement, j'en ai jamais eu vraiment besoin, donc c'est pour ça que j'étais assez surpris sur la valeur pour false. Je pensais que ça s'afficherait justement, mais apparemment non. En tout cas sur Chrome ça ne s'affiche pas. Donc peu importe. Dans tous les cas, si vous en avez besoin, utilisez-le, sinon vous ne vous en servez pas, mais sachez qu'il fait partie également des attributs universels en HTML.
Je vais venir ensuite sur deux cas particuliers, mais je vais passer très vite dessus parce que c'est... Ah non, je vais venir avant sur un qui est super important. Celui-là, faut vraiment en parler parce que ça va être un petit peu quelque chose d'assez personnalisable, qui est un attribut en fait où vous allez pouvoir créer vos propres attributs. Ça, c'est plutôt génial comme fonctionnalité. Par exemple, ici, je vais l'appeler data, d'accord, un tiret, et je vais mettre le nom que je veux, d'accord. Alors le nom que je veux, admettons, ça peut être, je sais pas moi, sur, j'aurais, je sais pas moi, souvent on le met sur une image, ça peut avoir un intérêt sur une image. Genre src, d'accord, j'ai le lien d'une image, hein. Donc je mets une bêtise, hein. Lien par exemple .com, image.jpeg, mettons, genre de choses. J'ai mis, bon, je sais pas moi, la légende de mon image, schéma, je peux dire moi, schéma des clients, non, pas schéma de ma mère, climat, j'ai vraiment pas d'idée, désolé. Climat de France, par exemple, ce genre de choses, hein. Donc je mets vraiment quelque chose complètement pif. Je vais mettre ça dans une balise paragraphe quand même, voilà. Et bien vous pouvez définir des attributs personnalisés. C'est-à-dire qu'ici je peux très bien faire data, et puis je sais pas moi dire par exemple location, ce genre de choses. Et ici je vais mettre l'endroit en France. Je sais pas si c'est un endroit particulier, par exemple, bah tiens je vais mettre Paris, ce genre de choses. Et puis après je peux mettre data autre chose, par exemple appareil. Et puis dire que c'était l'appareil, bah, par exemple votre appareil photo, d'accord, le modèle. Donc marque, je sais pas moi le truc, on va l'appeler, je vais pas faire de la pub pour quelque chose, mais Nikon D500, tout comme ça, je sais même pas si c'est un modèle qui existe, peu importe. Nikon D500, mais admettons, voilà. Et vous pouvez comme ça définir le nom que vous voulez. Alors il faut au minimum bien évidemment un caractère ici, sinon ça n'a aucun intérêt. Mais vous pouvez définir comme ça des attributs avec le nom que vous voulez, pour avoir des choses qui peuvent servir. Vous voyez, si je mets des informations supplémentaires en fait à ce niveau-là. Alors l'intérêt que ça aura, bien évidemment, déjà d'une part, bah, c'est que après avec JavaScript, vous allez pouvoir, parce que ça s'utilise avec JavaScript, hein, donc un langage de programmation, vous allez pouvoir en fait récupérer ces informations-là, les afficher, les modifier, etc. grâce au langage. Donc ça peut être vachement pratique du coup pour afficher des légendes ou des informations supplémentaires pour une image, un paragraphe, un texte ou un document ou je ne sais quoi. Donc c'est à savoir, là c'est à connaître, c'est quelque chose de très très utilisé qui peut servir par exemple aussi pour des réseaux sociaux, quand vous voulez par exemple indiquer, je sais pas moi, sur une page que par exemple, je sais pas moi, vous mettez des informations d'un auteur, je sais pas moi, par exemple la balise, je pense à la balise address qui est assez bizarre, hein. Vous mettez vos informations de contact donc adresse, et puis dedans vous mettez, je sais pas moi, data Facebook par exemple. Voilà, Facebook, puis vous mettez votre Facebook, d'accord, le lien de votre Facebook, ou ce genre de choses. Vous pouvez vraiment créer ce que vous voulez. Attention par contre, comme il y a des systèmes souvent qui font des crawls, c'est-à-dire qui analysent ce genre d'informations en data, il peut y avoir des noms déjà utilisés, d'accord. Par exemple, Facebook, il y a de fortes chances qu'il y ait des systèmes qui utilisent ce nom-là. Donc si vous voulez avoir un nom unique, bah mettez par exemple le nom de votre site, d'accord, donc genre mon site, puis vous mettez un autre tiret par exemple, et puis le nom de votre donnée. D'accord, comme ça vous allez pouvoir travailler avec dessus, avec notamment un langage comme JavaScript. Donc c'est vraiment son utilité là. Donc là évidemment je vous montre pas parce qu'on est sur un tutoriel HTML, mais ça a son utilité dans ce genre de cas là. Voilà pour data, donc très 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 pratique, hein, vraiment très très pratique. Ça s'utilise bien évidemment avec JavaScript, mais c'est vraiment vraiment très efficace à ce niveau-là. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire aussi, bah, puisque je suis dans des trucs qui servent avec JavaScript, il y a un autre attribut pardon, qui va servir pour ça. Par exemple, quand vous allez vouloir, je sais pas moi, créer une image, d'accord, vous allez avoir une image, donc pareil, hein, le fameux lien, hein, lien.jpeg, je mets une bêtise, hein, voilà. img. Allez, on va mettre .png cette fois-ci, mais pas de alt parce que mon image, voilà, je veux pas lui donner d'infos particulières. Et je vais pouvoir préciser ici, par exemple, si l'image, elle peut être glissée-déposée. Donc je vais utiliser l'attribut draggable, d'accord. Et ici, c'est un booléen aussi, à true ou false, je peux le préciser. Et ça, pareil, bah, avec JavaScript, ça fait que, bah, en affichant votre image, vous pourrez à l'aide de la souris, eh bien, cliquer dessus, donc rester appuyé avec votre souris, et déplacer votre image dans un autre contenu, ou ce genre de choses. Vous pourrez faire des glissés-déposés, en fait, de contenu dans vos pages web, grâce à ce genre de choses. Mais bien évidemment, ça se fait avec du JavaScript, voilà, il faut quelque chose de dynamique, un langage de programmation comme JavaScript, pour que ça ait vraiment une utilité. Donc pareil, je vais très rapidement là-dessus, je vous montre simplement que ça existe, que c'est un attribut qui prend une valeur booléenne, et quand vous ferez vraiment du JavaScript, ou si vous en faites déjà, bah sachez que vous allez pouvoir faire des manipulations de glisser-déposer grâce à ce genre d'attribut, donc c'est plutôt très sympa aussi. Voilà. Donc, comme on était sur du JavaScript, je tenais à parler de ça. Et je vais terminer maintenant avec des... Alors là, ce que je vais vous présenter là, c'est des attributs en fait que vous pouvez pour le moment ne pas forcément prendre en compte, ne pas apprendre, parce qu'il y en a pas mal qui sont pas pris en compte du tout, parce qu'ils sont tout récents.
Il y en a un premier, il est pris en compte que dans Firefox, donc je vais même pas faire d'exemple sur les balises puisque ça ne sert à rien. C'est l'attribut context, c'est context menu, hein, voilà, menu comme ça. L'attribut context menu. Alors d'ailleurs je vais faire ça comme ça, ce sera plus clair. Voilà. D'accord. Cet attribut là, il est uniquement disponible sur Firefox à l'heure d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il est compatible que sur Firefox. Donc son intérêt en fait, ça permet en fait de faire un identifiant si vous voulez pour la balise menu. D'accord. C'est-à-dire qu'on a la balise qui est comme ceci, menu. Voilà. Donc du coup, pas forcément utile, parce qu'il n'y a que sur Firefox ça fonctionne, donc évidemment ne vous en servez pas, parce que tous les gens qui ne sont pas sur Firefox, ça ne marchera pas chez eux, ce serait un petit peu dommage. Donc ça s'utilise par exemple souvent, parce que le type de menu comme ça, avec cette balise là, permet notamment de faire des menus contextuels, voilà, avec ce genre d'éléments. C'est pour ça qu'il y a le fameux nom contexte à l'intérieur, c'est pour faire un menu contextuel. Donc évitez de l'utiliser, mais il faut savoir qu'il existe, voilà, peut-être qu'un jour il sera disponible et compatible vraiment sur tous les navigateurs, mais comme ce n'est pas le cas, je vous déconseille complètement son utilisation. Après on a d'autres comment dire balises expérimentales, donc vraiment expérimentales puisqu'elles sont pas encore complètement complétées. Elles ont été ajoutées avec HTML 5.1, donc c'est tout récent. Elles seront sûrement déployées et développées encore un peu plus avec les standards à venir, notamment le fameux standard HTML Living Standard dont je vous avais parlé, qui est un standard évolutif, c'est-à-dire que HTML perdra son numéro de version. Et je vais vous donner rapidement les noms, d'accord. Donc c'est beaucoup de noms qui commencent par item tout simplement. Donc il y a item ID, il y a item scope, je crois. Il y avait quoi aussi, item propre pardon. Après j'en oublierai peut-être, mais c'est pas grave de toute façon. Voilà, c'est pas des choses qui sont vraiment utilisables en production puisque ce n'est pas fonctionnel partout. Et item ref, alors j'en ai peut-être oublié d'autres, mais normalement j'ai fait le tour, je crois il y avait ça, il me semble qu'il y avait voilà 4-5 comme ça. Et puis on a d'autres attributs comme slot, on a spell check également pour faire voilà pour épeler quelque chose. On a translate. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses ça annonce pas mal de choses sympas au niveau de la traduction, au niveau de la lecture sur écran, ce genre de choses. Et drop zone, qui sert pas mal aussi pour du glisser-déposer, pour définir une zone tout simplement où vous allez pouvoir glisser-déposer des éléments. Donc tout ça, c'est vraiment encore expérimental. Certains navigateurs prennent quelques petites balises, enfin quelques attributs de ce genre en compte. Donc si ça vous intéresse par rapport à votre navigateur, n'hésitez pas à faire des recherches pour voir comment que ça s'articule, comment que ça se met en place. Mais c'est tout ce qui va servir à manipuler des microdonnées. Voilà, donc ça c'est des choses à savoir. Surtout pour tout ce qui est item, voilà, tous ces genres d'attributs là, pardon, faut pas que je me trompe, qui servent vraiment à manipuler des microdonnées et qui peuvent être intéressants à connaître. Donc je voulais vous les citer, mais pareil, ne les utilisez pas en production, ça ne fonctionnera pas ou que sur très peu de cas, très peu de navigateurs. Et l'intérêt d'un site web, encore une fois, c'est que ça fonctionne chez tout le monde, sinon ça n'a pas d'intérêt du tout, surtout une fois que c'est en ligne et que vous visez tout un tas d'internautes. Voilà. Pour ces attributs universels, j'ai fait le tour en tout cas de tout ce que je voulais vous présenter d'important. D'accord, il y avait des attributs vraiment très importants qui étaient vraiment incontournables sur lesquels on pouvait pas, on pouvait pas passer à côté. Et pour, je vous lis les derniers que je vous mets ici en commentaire. Vous n'êtes pas obligé de les apprendre, sachez juste qu'ils existent. Comme vous avez les noms sous la main, si j'ai pas fait d'erreur, hein, si jamais j'ai fait une erreur de nom ou que j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, c'est possible. Et sinon, faites des recherches dessus ou sur internet, vous verrez un petit peu comment que ça fonctionne. Il y a pas mal de choses qui s'utilisent également avec JavaScript, hein, bien sûr, parce qu'il faut un langage de programmation. Donc voilà, si vous êtes curieux, n'hésitez pas évidemment à aller voir sur internet tout ça pour avoir de plus amples renseignements. Moi, quant à moi en tout cas, au niveau des attributs universels, je m'arrêterai ici. J'espère que cette vidéo vous a plu, ce tutoriel a été suffisamment clair et rapide aussi pour vous présenter un petit peu tous ces attributs. N'hésitez pas à vous en servir, d'accord, il y en a beaucoup qui sont très utiles. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.